Bienvenue dans cette 3e saison du podcast Récits Ocytociques. Merci pour votre fidélité, pour vos partages, pour vos commentaires et pour tous les échanges que l'on a en message privé. Ça me nourrit tellement de voir à quel point ces aventures vous touchent. Je vous promets une saison pleine de récits de naissance, riche en ocytocine et puissant d'enseignement. Si ça résonne juste pour vous, vous pouvez soutenir mon travail en faisant un don unique ou mensuel. Sur Tipeee, je vous mets en description du podcast un lien. Sur ce, je vous envoie plein de chaud doudou. Je vous souhaite une douce et agréable écoute. Et je vous dis à très bientôt. Bienvenue sur le podcast Récits Ocytociques. Des histoires de naissance positives et empuissantes. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. Ça signifie littéralement enfantement rapide. Je m'appelle Charlotte Ordou et j'ai l'honneur d'accompagner les familles en tant que doula. C'est durant ma dernière grossesse, où je cherchais à me nourrir de récits inspirants, que j'ai lancé les lives ocytociques sur Instagram. Vous retrouverez ici nos échanges. Porter l'espace pendant que mes invités viennent se livrer en toute authenticité est une expérience enthousiasmante et riche d'enseignements. Car il n'y a que les personnes qui enfantent pour savoir ce qui leur est juste. Installez-vous confortablement et plongez avec moi dans un bain d'ocytocine. Coucou. Merci d'être là avec moi ce matin et avec ton petit chou. Merci. Comment tu te sens là maintenant? Ça va, je dirais un peu stressée quand même, parce que toujours l'envie de... Enfin, on s'imagine partager les choses d'une certaine façon, puis dans l'instant, ça vient comme ça vient, et puis c'est très bien. Mais voilà, et puis mine de rien, pas trop l'habitude aussi de faire des petits partages un peu intimes sur les réseaux, donc voilà, mais ça me tient tellement à cœur de partager cette partie que ça sonne juste. Si ça peut être un peu plus confortable, je crois que j'ai dû raconter 3 fois mon récit de naissance de Robin, ça n'a jamais été la même chose. J'imagine. Bon, je sais que j'ai Céline Madoula qui regarde. C'est chouette, elle va soutenir aussi, avec plein de bonnes ondes. Laura, est-ce que tu serais d'accord de te présenter? Je trouve ça toujours très intéressant que les invités posent leurs propres mots pour se définir. Donc, si tu es OK pour toi de nous partager ça. Oui, bien sûr. Alors, déjà pour commencer, vu que c'est le thème, je suis maman de 2 petits garçons, tous les 2 nés en naissance en autonomie avec mon compagnon et un petit bout de notre famille. On vit en Aveyron depuis pas longtemps et puis sinon tous les 2 avec mon chéri on s'amuse à travailler avec la tribu culinaire, c'est le nom de notre petite entreprise, et donc on fait les marchés et puis les festivals, les choses comme ça. Voilà, c'est ce qui nous tient bien à cœur, c'est la petite part de notre travail qu'on fait aussi avec nos enfants, quoi. On a voulu créer une activité qu'on puisse faire avec eux, qui soit aussi épanouissante avec eux. Et puis sinon, je suis quand même assez passionnée par le domaine de la naissance, même si j'en fais rien de professionnel, en tout cas pour l'instant, mais ça me porte vraiment et du coup, je suis bien informée sur le sujet et c'est aussi pour ça que je suis ravie de faire un peu ma part de partage d'expérience. Voilà. Et puis là, du coup, je suis en compagnie du petit Azur qui est né il y a même pas, enfin, il y aura un mois bientôt. Ouais, voilà. T'es en plein mois d'or en fait. Voilà, c'est ça. Alors, je suis pas trop douée pour rester 40 jours allongée.
40 jours tranquilles du moins, mais ça c'est juste pour moi, donc ça va. Merci beaucoup de nous faire cet honneur d'être là dans ce mois d'or. Donc, tu as enfanté en autonomie et en famille par 2 fois. Et cette fois-ci, c'était également une grossesse intuitive. Est-ce que tu serais d'accord de nous partager un petit peu qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivé à ce projet-là et cette aventure-là? Oui, bien sûr. Alors pour mon premier petit garçon, Elios, en fait, quand voilà, j'avais déjà, on va dire, quelques notions autour de la naissance, mais enfin relativement vagues par rapport à aujourd'hui. Il y avait des choses qui étaient évidentes, du style accoucher à la maison, mais en fait, pendant ma grossesse, j'ai déconstruit plein de choses parce que j'ai découvert que je ne pourrais pas être accompagnée par une sage-femme parce qu'il n'y en avait pas. Donc, j'ai découvert qu'on pouvait accoucher en autonomie. Voilà, tout ça a été toute une découverte pendant cette première grossesse. Pareil, du coup, au niveau un peu des process médicaux qu'on peut faire, ne pas faire, etc. À ce moment-là, pour ma première grossesse, j'avais eu l'envie de faire 2 échographies, ça me paraissait bien, etc. De connaître le sexe de mon bébé, voilà, bon, pas d'en faire une 3e. Et puis, c'est vraiment uniquement ce que j'avais fait. En fait, pour mes 2 grossesses, finalement, j'ai jamais mis les pieds dans une maternité. Et moi, c'est là que j'y trouve ma sécurité, c'est en allant pas en maternité. Donc, c'est ce qui sonne juste pour moi, en tout cas. Et voilà. Et puis du coup, là, pour cette grossesse, ce premier parcours m'a apporté énormément confiance en la vie. Voilà, la vie avec ses côtés beaux, ses côtés durs, enfin, de manière très globale. Et donc, j'ai eu cette envie, ouais, de faire une grossesse intuitive, de me dire, voilà, je fais aucun suivi médical. Et ça a commencé par quelque chose de pas forcément simple finalement, mais ne pas faire de test de grossesse. Et puis avoir la patience d'attendre que le corps nous confirme que voilà, c'est bien le cas, et donc d'attendre un peu pour pouvoir se réjouir pleinement, même si on a l'impression qu'on a déjà toutes les informations, mais voilà. Et donc voilà, ne pas faire de test de grossesse. Et après, c'était une évidence que je voulais pas faire d'échographie et que cette fois-ci, voilà, je voulais rencontrer mon bébé vraiment au moment final, quoi, le découvrir au moment final. Et du coup, ça a été intéressant comme process un petit peu intérieur et émotionnel. Je dirais que globalement, je me suis sentie bien sereine avec ça. J'ai essayé que ça soit pas non plus un but ultime en soi, de ne pas faire d'examen médical à tout prix, mais plutôt voilà que ça soit vraiment parce que c'était confortable. Donc s'il y a des moments j'avais eu vraiment des doutes ou que je m'étais inquiétée parce que mon corps m'envoyait certains signaux, j'aurais fait des vérifications. Et donc voilà, ça a pas été le cas, et donc voilà, ça a été un peu challengeant quand même, forcément, au niveau du mental, qui se pose plein de questions. Je crois qu'à la fin, même si finalement c'est quelque chose d'assez accessoire, j'étais particulièrement curieuse de rencontrer mon bébé pour savoir si c'était une fille ou un garçon. C'est vrai que je trépignais de savoir ça, parce qu'on s'imagine des choses, et en fait, c'était l'inverse d'ailleurs. On avait plus l'impression que ce serait une petite fille, donc c'est très rigolo. Et voilà. Et puis, quoi te dire après, cette grossesse s'est déroulée très très bien. Moi, je me suis sentie vraiment bien en forme aussi. Tout à fait différent que pour la première, par contre, parce que dans la première, je dirais que j'étais dans toute une découverte et un émerveillement de c'est la première fois. Et là, j'avais aussi mon aîné, et donc beaucoup centré sur lui finalement. Donc voilà, ma grossesse, enfin, je sais pas que je la faisais passer après, mais ça se faisait presque un peu en pilote automatique, tu vois, dans mon corps, j'avais un peu cette sensation-là. Donc j'ai fait en sorte voilà, enfin, de ramener le plus de conscience aussi à ça, et de pas trop rester focalisée non plus que sur le grand. Mais oui, il y a forcément moins cet émerveillement de c'est la première fois. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était comme ça.
Et, et voilà, et comme je suis pas trop douée pour me poser des fois, j'avais du mal à entendre le fait que il faut ralentir un peu quand on est enceinte. Et donc je râlais un peu intérieurement là-dessus jusqu'à me dire non mais en fait c'est cool, profite. Voilà, mais comme on a déménagé et tout en même temps, le corps demandait d'être actif et en fait il pouvait pas quoi. Ça fait un sacré projet aussi en plus, ça, le déménagement. Ouais, c'est sûr. Et voilà, mais c'était le hasard, on a trouvé notre cocon et qui a fini de nous dire bon c'est là vraiment qu'on veut donner naissance, donc c'était super bien. Et voilà globalement pour la grossesse. Je crois que j'avais envie de faire une petite parenthèse aussi sur quelque chose qui me tenait à cœur, c'est que ce que j'ai réalisé encore plus récemment, c'est qu'en fait, à l'époque de mon premier enfantement, de ma première grossesse, je dirais que je pouvais peut-être avoir une certaine, bon, je mets des guillemets parce que prétention de un enfantement autonome, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est l'idéal, des choses comme ça, et peut-être même de pas être relativement neutre et ouverte par rapport en fait au schéma et aux histoires des autres, hein, clairement, si je veux le dire de manière réelle. Et en fait, du coup, toutes ces expériences de vie m'ont apporté beaucoup d'humilité. Et c'est aussi beaucoup ça en général. De toute façon, la parentalité de manière générale, ça nous apporte d'humilité, de résilience et on est encore plus aimant qu'avant. Et, euh, et voilà, et à l'heure d'aujourd'hui, des naissances tellement différentes, que ce soit dans mon entourage ou dans tout ce que j'aime lire et écouter, j'en ai entendu plein et je trouve qu'elles sonnent de toute façon à chaque fois très très juste. Et donc j'ai plus du tout cette vision-là et j'aime bien dire qu'en fait ce qui est juste c'est là où la femme et la famille trouvent leur point de sécurité et peu importe où c'est. Et, euh, et voilà, et rester humble là-dessus. Et je dirais que je me sens chanceuse aussi de ce que je me suis offert à moi parce que à la fois l'enfantement, la grossesse, c'est un mélange entre on a prise sur nos décisions et en même temps on maîtrise rien et ça se passe comme ça se passe. Donc voilà, c'est en ça que je trouve quand je suis contente quoi, je me sens chanceuse de ces deux belles naissances et je me sens aussi le cœur grand ouvert à toutes les autres femmes en fait qui ont pu vivre ou non ce qu'elles souhaitaient et voilà. Il y a quelque chose qui est venu tout à l'heure, tu disais que cette grossesse a été challengeante avec le mental qui venait. Est-ce que tu serais OK de partager un exemple de ce que peut-être tu te racontais ou comment c'était ces moments-là? Je dirais qu'il y a un moment précis en fait aux alentours à la fin de mon 3e mois où j'ai eu un petit peu des pertes un peu de sang quoi et donc ça m'a fait m'interroger ok est-ce que voilà c'est bénin pas bénin, est-ce que là c'est que mon bébé je suis en train de le perdre ou pas. Bon, il s'est fait que je me suis renseignée sur le coup, que j'ai observé, écouté mon corps, pris un certain temps, enfin sans y mettre de la panique en me disant tout de suite il faut que j'aille faire une vérification parce que de toute façon il n'y avait pas il n'y a pas d'urgence dans ce que montrait mon corps quoi, c'était juste une élimination et il s'est avéré que bon tout allait bien et que c'était normal, mais comme j'avais pas vécu ça aussi la première fois, voilà, et là le mental à ce moment-là en effet turbine beaucoup. Est-ce que c'est ok pour moi du coup si là je suis en train de perdre mon bébé, si mon corps a fait ce choix, etc., si la vie en a décidé comme ça et et voilà, donc ça permet de se repositionner un peu dans le présent et puis de voir parce que du coup en faisant ces choix, c'est vrai on dit oui à la vie pleinement, mais pour moi, la vie, de toute façon, est totalement interliée avec la mort aussi, et ça fait partie des choses qui sont justes. Donc, euh, donc voilà, ça m'a. S'il y a eu cette période, ouais, un petit peu challengeante. Merci beaucoup. Et tu disais aussi que cette grossesse-là, voilà, il y avait ton aîné qui était présent et c'était
C'était relativement intense et ce qui faisait que cette grossesse avait l'impression qu'elle passait, qu'elle était en mode automatique. Euh, est-ce que, est-ce que tu as fait quelque chose pour venir te recentrer ponctuellement sur cette grossesse? Et si tu as fait ça, est-ce que tu es d'accord de le partager? Oui, oui, oui. Alors, il y avait le côté un peu pilote automatique aussi parce que mon corps savait faire. En fait, il l'avait fait une première fois et il savait faire. J'avais cette sensation déjà. Tout de suite, mon ventre s'est arrondi beaucoup plus vite. Enfin, voilà, tout s'est expansé en mode c'est bon, on a déjà fait. Tu sais, et, euh, et donc il y avait un peu ça et oui, j'ai une amie, son compte s'appelle Ritual Belly, qui fait de très beaux rituels de peinture corporelle, poétique. J'ai pas forcément dit les choses dans le bon ordre. Et avec de la peinture, du coup, du body painting. Et elle m'a proposé de m'offrir en fait ce moment où on a fait tout un petit rituel ensemble et puis et donc elle m'a peint. C'était aussi tout un. J'avais besoin de me reconnecter à mon corps aussi dans le sens où voilà, d'accueillir, ok, je suis enceinte et c'est pas, enfin, je vais utiliser un mot, voilà, pas très, c'est pas un handicap pour mon corps, même si je peux pas faire tout ce que je veux faire actuellement physiquement. Au contraire, c'est un cadeau, profite de cette période dans ta vie, etc. Enfin, voilà, j'avais besoin d'un peu de poser tout ça. Et, euh, et j'avais ce ressenti aussi, je pense, parce que du coup, mes enfants n'ont pas énormément d'écart, 2 ans et demi. J'ai continué à allaiter mon grand jusqu'à que j'ai plus de lait, en fait, pendant ma grossesse, que ça s'arrête tout seul. Et donc, j'avais cette sensation que mon corps était en maternité déjà depuis longtemps. Et voilà, il y avait un petit peu le mental qui disait j'ai besoin de retrouver tous mes muscles, toute ma mobilité. Enfin bon, c'était un peu mon questionnement à moi. Et donc, ça m'a fait beaucoup de bien ce rituel. Et on a tout posé. C'était chouette. On a fait des très belles photos de famille avec la peinture. C'était un beau cadeau, oui. Ça fait envie. Ouais, c'est magnifique ce qu'elle fait. Et puis je pense fort à elle parce qu'elle est probablement en train d'enfanter prochainement. Là, vraiment, on est dans sa période à elle. Donc je pense très, très fort à elle. Donc, cette grossesse intuitive avance, tu t'arrondis et tu arrives dans ta période de terme, dans ta saison de terme. Mhm. Comment tu te sens à ce moment-là? Je me sens plutôt bien, relativement impatiente et toujours un peu hyperactive. Et, euh, et voilà, on a à ce moment-là tout est organisé, on va dire. Donc c'est-à-dire que dans les choses qu'on a organisées, et ben en arrivant ici en Aveyron, on a recherché une doula. Et c'est mon compagnon qui est tombé sur le site de Céline, dont le compte est révélé. Et on l'a contactée et il s'avérait qu'en fait, Céline, elle était encore en formation de doula. Et c'était parfait pour nous. C'était rigolo. C'est-à-dire que moi, j'avais pas envie d'une doula, on va dire, expérimentée ou de quelqu'un qui avait tout posé sur papier, etc. J'étais ravie d'avoir un peu quelqu'un encore en apprentissage euh, là. Et donc, quand on a contacté Céline, je crois que ça lui a fait un petit coup d'adrénaline en lui disant coucou, nous, on a un bon feeling enfin, tout de suite, ça a sonné très juste. Je crois qu'en voyant rien que son site internet, c'était très rigolo. Et donc, voilà, on lui a dit, bah, si tu as envie, nous, on te propose d'être avec nous pour ce moment-là, tout en sachant que, voilà, on avait posé le fait que c'était une une grossesse sans suivi médical, voilà, un enfantement en autonomie. Donc, il fallait qu'elle se sente bien avec tout ça. Elle a pris un temps de réflexion, on est resté en contact et c'était super comme cheminement partagé. Et puis, euh, et puis donc j'étais très heureuse de savoir voilà, qui allait avoir Céline, parce que pour la première naissance de mon grand, il y avait donc mon compagnon, sa maman et ma maman.
et une amie après qui nous a un peu rejoint. Et là, on savait qu'il y aurait que la maman de Charlie. Déjà, nous, c'était vraiment important pour nous que déjà qu'elle soit là parce on est très heureux qu'elle soit là. Puis un enfantement autonome, pour nous, ça veut pas dire on reste que tous les deux. C'est aussi sinon c'était pas confortable pour mon compagnon et je voulais vraiment qu'aussi lui soit confortable. Et puis comme il y a le plus grand, c'est super qui est sa mamie qui du coup l'a beaucoup resté présent pour lui et c'était important qu'il se sente pas abandonné à ce moment-là. Et donc ce qui fait que Céline a aussi beaucoup été avec nous et c'était super. Et donc voilà, cette fin de grossesse, ça a été ça la fin de préparation du cocon, de savoir que dans l'idéal, bébé, fallait pas qu'il arrive avant que mamie soit arrivée, que Céline soit disponible, que tout ça, sans que ça nous mette la pression, mais c'était chouette de devoir attendre un peu ces moments-là. Et oui, un peu d'impatience. Et en fait, c'est au dernier moment où on avait programmé une dernière chose à faire, enfin des courses. Les courses, fallait ravitailler pour avoir la nourriture, pour se dire après c'est bon, on bouge plus. Et on est allé faire ces courses et moi j'ai senti intérieurement que c'était ma dernière sortie à la caisse. C'était drôle. Enfin, les gens me laissaient pas forcément passer. Moi je demandais pas, j'étais dans une patience et dans une sérénité avec mon gros ventre. On voyait que j'allais accoucher d'un instant à l'autre. Et puis en fait voilà, on est rentré à la maison et en fait ça a commencé 2 heures après, tu vois, tous les feux étaient ouverts, le mental était lâché et puis pouf, c'était bon quoi. Puis j'étais à 3 jours de mon terme annoncé quoi, donc trop bien. Voilà. Donc, tu finis tes courses. C'est important. Tu rentres chez toi. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc là on rentre à la maison, puis comme je te dis, 2 heures passent et là je sens que de vraies contractions arrivent, tout de suite bien intenses. Là, je suis tout de suite obligée de souffler un peu mes contractions. Je me dis, ça, enfin, tu vois, ça me met un petit coup de, ok, si c'est intense comme ça, est-ce que ça va aller? Et et donc à ce moment-là, il est 18h et moi, je m'imaginais accoucher le matin. J'avais envie d'accoucher le matin. Je m'étais projetée de ok, je fais dodo pendant la nuit, mon bébé il commence déjà à faire le travail tout seul, enfin mon corps et mon enfant commencent déjà à descendre tranquillement et puis je me réveille et puis en fait il reste plus grand-chose à faire. Enfin, je m'imaginais à faire des souhaits à l'univers, tu vois, histoire de me faciliter un peu la tâche comme ça, en me disant on maîtrise pas mais on peut toujours essayer de demander. Et du coup, ça commence à 18h et je me suis là, j'ai un petit coup de me dire mince, ça va être toute la nuit. Et comme pour mon premier, c'était une très très belle naissance qui a duré une petite dizaine d'heures et dont voilà, il est né à 4h du matin, donc quand même la partie cruciale pendant la nuit. Et voilà, là j'avais envie que ce soit le jour. Donc petit détail rigolo, mais qui fait que je me dis bon, est-ce que ça va aller? C'est intense tout de suite. Dans la première heure, en fait, je vais très très régulièrement aux toilettes pour faire de la place. Donc je me dis bon, c'est quand même signe que là, c'est sûrement pas une fausse alerte. Donc je contacte Céline et pour la petite anecdote, là tout à l'heure, elle me fait un petit texto mignon en me demandant, voilà, en me disant qu'elle est tout en pensée avec moi pour le live. Je lui dis que je suis un peu stressée. Elle me dit bah moi, il y a un mois, j'ai connu un petit moment de stress aussi. Et voilà aussi ce moment où je l'ai appelé pour lui dire bon bah tu peux venir là. et, et c'était super et donc elle est arrivée je crois voilà aux alentours d'une heure et demie après que ça ait vraiment commencé à partir du moment où on lui a donné le feu vert et tout ça. Et puis en fait, donc on a une maison à étage, on était en bas, je soufflais mes contractions et là intérieurement, j'étais pas positive du tout, à vrai dire. J'étais vraiment, je crois que j'avais vraiment peur là parce que je sentais l'intensité et que je me disais si ça dure longtemps, je vais pas tenir. À ce moment-là, j'avais des pensées, j'arrivais pas à avoir des pensées très très positives et donc j'étais un peu embêtée en me disant tu vas tout faire foirer si t'arrives pas à être positive. J'étais un peu dans un truc comme ça et en fait j'ai fini par partager à mes proches, par partager à Céline quand elle est arrivée, dire voilà j'ai peur. Là j'ai peur, c'est intense
et de montrer un peu, voilà, vraiment ma vulnérabilité à ce moment-là. Et donc ça a fait du bien de relâcher un peu ça et de voir que ils étaient plutôt sereins, même il y a un peu l'adrénaline de tout ça, mais ils étaient là sereins. Et oui, on a chaud là l'un contre l'autre. Et, euh, et quand voilà, après quand Céline est arrivée, on était déjà en haut avec mon compagnon et moi j'étais à genoux sur le tapis de yoga avec le ballon. Et voilà, et comme je te disais, c'était déjà bien fort à chaque contraction. Et donc, à ce moment-là, ce que j'avais envie, c'était de réussir à me changer les idées. Donc, j'ai demandé à mon compagnon et à Céline de me raconter tout et n'importe quoi entre les contractions. J'avais besoin, genre, parlez-moi d'autre chose, quoi. Que ce soit pas juste moi et ma tête. Et donc, c'était chouette. Voilà, Céline m'a raconté un peu des petites choses, ses ateliers de yoga avec les enfants, plein de choses. Enfin, c'était parfait, j'avais besoin. Et puis, quand la contraction arrivait, j'étais dans la contraction. Et puis après, je pense à autre chose. Donc c'était super. Et, et voilà. Et puis, bon, en fait, moi, j'ai l'impression que c'est passé très vite pour pas casser le suspense, mais du coup, j'ai accouché en 4 heures au total. Voilà, quel cadeau. Et, et voilà, donc à ce moment-là, j'ai essayé de trouver des positions car les contractions, enfin, j'avais l'impression d'être paralysée limite jusqu'au-dessus du genou, tu vois, quand elles arrivaient, de pas trop savoir comment me mettre. Et, et pour mon premier enfantement, j'ai utilisé beaucoup les vocalises pour gérer l'intensité. Et là, pour le coup, j'essayais de souffler le plus longtemps possible aussi parce que je savais que j'avais mon autre petit qui était en bas. Et j'avais pas envie qu'ils m'entendent trop tôt, vocaliser trop vite. Enfin bon, après, j'ai très vite plus pensé à ça. Et, et donc après, voilà, j'ai commencé à vocaliser mes contractions car ça continuait d'être fort. Ce qui m'a étonnée, c'est que j'avais rien qui coulait pour l'instant. Pour la première fois, j'avais la poche des os qui s'était vidée tranquillement au fur et à mesure. Et là, pas du tout. Et donc, j'avais encore ma culotte. À un moment, mon chéri me dit, bon, bah, peut-être faut que tu l'enlèves, sinon il va naître dedans. Et, euh, et voilà, c'était rigolo. Donc, j'ai changé un peu de position. À un moment, je me suis mis en biais sur le lit avec mon coussin d'allaitement entre les jambes. Il y avait ma belle-maman qui est formidable, qui venait me voir aussi. Céline et mon chéri qui étaient avec moi. Et à un moment, je suis allée, il avait mis une musique, tu sais, assez relaxante, assez douce. Et en fait, j'ai eu un coup de bon, c'est bon, j'ai besoin que ça bouge. Là, je lui ai dit, tu mets un truc qui bouge. Pour les connaisseurs, je lui ai demandé de mettre Highlight Tribe. C'est vraiment du DJ rideau super punchy avec des percussions et tout ça. Et donc là, je me suis levée en me disant, c'est bon, je danse, je tourne mon bassin, hein, j'y vais, allez, on se motive, quoi. Et puis une contraction arrive et bam, je me retrouve à terre, à genoux, pas possible de rester debout. Pendant tout ce temps, il y avait Céline qui m'a proposé des petits soulagements qui étaient trop chouettes, de me bercer un petit peu avec l'écharpe de portage quand j'étais sur le lit, puis quand j'étais debout un petit peu aussi. Euh, et voilà, c'était top. Et puis bon, ça m'a remis à terre. Et en fait, moi, à chaque fois, je suis bien à genoux finalement au sol directement. Et, et la musique, qu'elle est bien intense, c'était bien. Ce qui m'a étonnée, c'est que j'étais très présente à mes proches et à ce qui se passait. J'étais vraiment là, quoi. Même jusqu'au bout, j'ai pas eu l'impression de partir dans ma bulle, d'être dans mon vortex, dans mon truc. J'étais entre chaque contraction, je crois que je leur parlais. Et, et voilà, ça a continué de monter en intensité. Et là, quand les contractions arrivaient, j'attrapais mon chéri pour qu'il se mette à genoux au sol avec moi. Et à part se tenir fort, c'était pas possible de faire autre chose. Mais bon, ça se passait bien. Céline m'a suggéré de voir si j'avais envie de toucher à l'intérieur, comme j'avais fait pour mon premier enfantement, de m'auto-examiner, quoi, savoir où était mon bébé. Et la première fois, ça m'avait un peu découragée pour mon plus grand parce que je m'étais rendu compte qu'il était encore haut, quoi, qu'il y en avait encore pour un petit moment. Donc là, j'en avais très envie, j'étais curieuse et en même temps, je n'osais pas, de peur que ça me mette un petit coup au mental. Bon, j'ai fini par la curiosité a pris le dessus
et à le faire. Et j'ai bien fait parce que là, j'ai senti que la tête était vraiment proche, que j'ai senti la poche des os toute bombée. À ce moment-là, j'ai pu leur décrire très, très précisément, OK, je sens, c'est comme ci, comme ça. Je crois que ils étaient contents aussi de pouvoir avoir ces détails-là et pour se rendre compte. Et donc, ça m'a donné un élan de niaque et de courage, tu vois. Je crois que je leur ai dit, bon, c'est bon, je vous préviens, mon bébé, il va sortir très vite là maintenant. J'étais archi motivée. Et parce que, ouais, c'est vrai que les contractions, je les trouvais dures, quoi. Donc, j'avais pas envie d'en avoir encore beaucoup. Et, et donc, ouais, hyper motivé. Et puis, de toute façon, là, la poussée de sa tête et de son corps est arrivée. Et moi, ça m'a aussi fort, fort donné envie de pousser. Donc, je sais, à ce moment-là, j'ai quand même perdu un petit peu la notion du temps. Et je sais pas exactement combien de contractions se sont passées, mais pas beaucoup, je crois. Et voilà, on est arrivé très vite au moment où j'ai senti le cercle de feu et la poche des os qui a claqué en fait quelques secondes avant que sa tête sorte. Moi, pour mes 2 enfantements, le cercle de feu, c'est des souvenirs qui m'ont marqué fortement, fortement et pas forcément hyper facile, tu vois, dans le cœur et les sensations. Et, et donc voilà, très très intense. J'ai fait en sorte, même si c'était très très bref, qu'ils sortent pas comme un boulet de canon, tu vois, d'essayer un minimum de retenir. Et puis voilà, en quelques secondes, en fait, il était dans mes bras. J'étais ouais, forcément un peu hallucinée, abasourdie, comme je pense que ça nous le fait toutes à ce moment-là. Et puis de me dire, waouh, en fait, ok, moi, enfin, je t'ai dit, quand ça a commencé à 18h, pour moi, on était parti pour la nuit, quoi. Et puis là, 22h22, paf, il est sorti. Donc, on était tous, un énorme soulagement. Et puis c'était assez magique, quoi. Et il est sorti, il avait pas de tour de cordon autour du cou. C'est tout de suite bien là avec nous et c'était trop bien. Et il s'est mis au sein quasiment immédiatement. Et voilà. Je sais pas si je fais une petite pause. Et si t'as des questions ou si t'as envie que je raconte plus d'autres choses, je sais pas. Qu'est-ce que le cercle de feu? Ah, je vois une petite question qui arrive. Alors, le cercle de feu, c'est le moment où en fait ton bébé sort et où la partie la plus grosse de son corps, donc là, du coup la tête se présente et où tes tissus sont étirés le plus, en fait, c'est ce qu'on appelle le cercle de feu. C'est parce que il peut y avoir une sensation de brûlure. Enfin, c'est pas général, ça dépend vraiment des femmes, mais il peut y avoir cette sensation de brûlure au niveau des tissus le temps que la tête passe. Est-ce que j'ai bien répondu? Tu as une autre définition du sac de feu? Pardon, j'avais coupé. Non, c'est parfait. Enfin, j'ai rien à rajouter. Je sais pas s'il y avait une autre question. Non, je crois pas. Non, par contre, tu as eu des petits mots d'amour de Charlotte de l'amoureusement Vogue qui dit merveilleuse Céline et puissante Laura. Et il y a aussi Mélissa Naturopharma qui t'a dit génial. Je vais aller les voir en concert en octobre, je penserai à toi alors. Ah ouais, carrément. Parce que du coup, mon chéri a mis cette musique qui ça dure un certain temps, quoi. Et puis, quand le bébé est né, il m'a dit, waouh, il est né avant la fin de la musique. Du coup, c'était très drôle. Mais il y a Céline qui te propose de parler de la place d'Hélios pendant cet enfantement. Oui, très juste. Donc, Hélios, le petit grand frère qui a 2 ans et demi. Et qui est donc qui a passé beaucoup de temps avec sa mamie en bas et en même temps qui est venu voilà au moment où moi j'ai eu cette envie de pousser, j'ai aussi vocalisé très très fort et donc il s'est demandé un peu ce qui se passait, il est monté avec sa mamie et à ce moment-là de manière très mignonne il s'est glissé dans un coin, il s'est un petit peu caché pour regarder et moi entre 2 contractions j'ai pu lui dire très sereinement voilà, tout va bien. C'est le bébé qui est en train de sortir de sa bulle parce qu'on en avait beaucoup discuté tous les deux. Il appelait ça la bulle
Et bon, je sais pas à quel point il s'était rendu compte de ce qui allait se passer forcément, mais dans son imaginaire et dans ses pensées à lui. Mais par contre, on avait beaucoup parlé. Il était aussi très alerte de ce qu'était le cordon, le placenta. Et puis, des dernières semaines de grossesse, il avait beaucoup regardé son album de naissance à lui. Parce que du coup, on avait toutes les photos aussi de sa naissance. Donc, tu voyais qu'il était en réflexion par rapport à ça. Et voilà, il est venu voir ce qui se passait. Mais on voyait qu'il était pas inquiet, même si il m'entendait de manière intense. Et après, il est resté un petit temps, un peu jouer, se suspendre en jouant à la balançoire dans l'écharpe que j'avais mis pour moi à la poutre. Rester un petit peu avec sa mamie. Et ensuite, ils sont redescendus. Et puis, il y a que sa mamie qui est remontée quand elle a entendu que le bébé était sorti. Alors, je crois qu'elle s'y attendait pas aussi qu'il sorte si vite. Et pour la première fois, c'est celle qui l'avait attrapé et qui avait attrapé son petit Elios. Donc enfin, bon, c'était super. Et voilà. Puis après, je pourrais raconter après quand il est venu rencontrer son petit frère pour la suite. Il y a Circe Atelier Hirondelle qui te dit salut ma belle, tu es rayonnante, contente de te voir avec ton bébé d'amour. Merci. Merci les copines, ça fait plaisir. Donc, vous a rejoint. Voilà. Et donc à ce moment-là, il est dans mes bras. Si Céline, j'oublie des choses, n'hésite pas à dire si tu veux compléter. Et en fait, voilà, je l'ai dans mes bras et c'est juste magique. Et pour l'instant, il est encore tout glissant. Et puis moi, j'atterris un petit peu. Et puis, je dis qu'il prend très vite le sein. Mais avant ça, il y a l'étape où je l'ai dans mes bras. Et là, je sens contre moi, je sens que c'est des testicules. Et du coup, moi qui étais hyper curieuse de savoir est-ce que c'est un garçon ou une fille. Et donc, comme je t'ai dit, on avait plus cette intuition pour une fille. Et quoi qu'il en soit, le prénom aurait été le même. Et donc là, je me rends compte que c'est un petit garçon, puis en fait, j'en suis totalement émerveillée et ça sonne hyper juste, quoi. Alors que, bah, je sais pas, le mental se posait des questions. Est-ce que j'ai une préférence, pas une préférence? Et en fait, c'est juste trop bien fait, quoi, quand on est parents. Et donc, les bébés qui nous arrivent sont parfaits pour notre famille. Et donc, c'était merveilleux de découvrir que, voilà, un autre petit garçon. Et je sais plus exactement ce que j'ai formulé et ce que j'ai pu lui dire, mais je crois que je lui ai dit voilà, tu t'appelles Azur, t'es avec nous et c'était juste magique et donc comme je te dis très vite il a tété, il s'est mis au sein, trop bien et là j'ai senti les contractions du placenta. J'ai recommencé. Et pour le placenta, bon, moi j'étais bien motivée parce que pour la première fois ça s'était bien passé bien. Je sais de souvenir que le placenta c'est pas douloureux quoi. Ça passe en général, voilà, c'est tout doux. Et là je crois que j'ai été pris d'un moment de maman warrior un peu. J'étais trop bien, j'étais portée par toute cette énergie là, puis de la niaque que ça m'avait donné. Je leur ai dit passez-moi un saladier, je me débrouille quoi. Donc j'avais mon bébé au sein, je me suis assise sur mon saladier. Je crois que dans les 10 minutes j'ai poussé une fois, mon placenta est sorti entier tout de suite. Là, j'ai mis mes mains dedans, hop hop hop, j'ai tourné, voilà, c'est bon, il est entier. Et j'avais pas du tout fait ça la première fois, j'avais pas osé quoi m'intéresser comme ça à mon placenta ni même le toucher. Et là pour la petite aparté, je me suis passionnée à la fin de ma grossesse pour le livre le placenta, le chakra oublié que j'ai trouvé formidable quoi. J'ai appris beaucoup de choses dedans qui m'ont donné un peu les dernières clés aussi de ce qui pouvait m'inquiéter pour un enfantement à la maison. Donc comme l'hémorragie, éventuellement de la délivrance. Là, dans ma tête, c'était clair, s'il y a hémorragie, je mange un bout de mon placenta tout de suite et je me pose même pas de questions. Et donc pour ça, moi c'était réglé, j'étais pas inquiète là-dessus quoi. Et puis voilà, si jamais mon bébé aussi naît un peu inanimé ou a du mal à arriver, elle parle de plusieurs choses dans le livre, en tout cas. Enfin bon, voilà, de toute façon, après,
c'est des choses qui se détaillent bien sûr et qui pourraient faire l'objet de longues discussions. Mais j'ai adoré. Ça m'a donné les dernières clés qui m'ont rassurée pour me dire ok, on le fait en autonomie à nouveau sans se poser de questions. Parce que les 2 fois, on était loin en plus des maternités, enfin une bonne heure de toute maternité. Et puis moi, comme je te dis, à chaque fois, j'ai jamais mis un pied dans une maternité, je me suis jamais inscrite nulle part. Et j'ai même pas préparé un sac pour partir quelque part. Je sais pas, j'avais pas envie, quoi. Tu parlais pour un bébé réanimé. Est-ce que c'est parce que j'ai une amie qui a dit qu'elle avait assisté à la naissance de chatons et il y en avait un qui n'était pas très en forme et la chatte et allait lécher son placenta et ça a aidé à réanimer le chaton. C'est ça. En fait, dans les exemples que donne Robin Lim, l'autrice du livre, elle donne l'exemple d'une chienne, en effet, qui a accouché comme ça de plusieurs chiots, et il y en a un qui est inanimé. Et en fait, elle observe, elle voit que la chienne lèche le placenta et après le garde au chaud sous son cou, et que le bébé chiot finit par arriver, par atterrir, voilà. Et donc j'avais adoré cette anecdote. Et après, elle raconte donc l'histoire d'une maman, parce que moi, la question que je me posais, c'est que en général, il y a quand même un délai qui peut être plus ou moins long entre le moment où tu délivres ou pas ton placenta, enfin tu délivres ton placenta. Et donc si ton bébé est inanimé, il y a quand même un minimum d'urgence dans le temps, quoi. Il faut faire quelque chose. Donc là, elle raconte un exemple où, je veux pas spoiler le livre, je sais pas si je veux raconter. Où un bébé né inanimé, ils font ce qu'il faut en termes de massage cardiaque et tout ça fait pas. Et dans 13 minutes, je crois, elle dit le placenta sort. Et finalement, c'est en le stimulant avec de l'eau chaude, le placenta, que j'imagine que ça favorise en fait encore plus les échanges sanguins et que ça amène assez rapidement ce qu'il faut au bébé et que oui, voilà, il arrive. Parce que le chaud, ça amène de la vasodilatation, donc Et donc, j'avais adoré cette petite anecdote qui m'avait fait me dire que on a tout avec nous. Donc, voilà, moi, j'étais sereine. Le petit bras qui passe. Inès vient de se réveiller. Et comme Azur, il est chaud. Et ouais. Oui, après, il y a eu quelques questions sur quel était le livre dont on parlait. Ce que je ferai, c'est que en dessous du live, je mettrai les références de tout ce dont on a parlé. Ouais. Et voilà, il y a eu la réponse aussi. Voilà, il y a eu la réponse. Comment te sens-tu là maintenant? Bien plus détendu qu'au début. J'ai juste chaud. Est-ce que tu parlais de cette référence là, de le placenta, le chakra oublié. Est-ce qu'il y a d'autres, je sais pas, livres, podcasts qui t'ont parlé, sachant que je vais citer le podcast de Johanna, Physiologie plus intuition, dans lequel tu avais partagé la naissance d'Hélios. Oui. Je le mettrai aussi en notification pour si jamais vous avez envie d'écouter ce récit-là. Il s'avère que je l'ai raconté 2 fois, en fait, dans 2 podcasts différents, avec le podcast de Johanna, où là, c'était très frais, on n'était pas très longtemps après. Et après aussi dans le podcast de Pachamama Podcast et j'ai mangé son prénom, je suis désolée. Ça me revient plus, j'ai un trou. Et donc, voilà, les 2 aussi sont très, très sympas, quoi. Pachamama Podcast, c'est super. Flavie, voilà, Flavie. Et donc, en termes d'autres préparations ou renseignements, j'ai lu un livre aussi sur les naissances orgasmiques que j'ai trouvé bien intéressant et qui m'ont fait encore plus prendre conscience de la part du mental et de la nécessité d'abandon, enfin vraiment d'abandon, de se laisser traverser, quoi, de ce truc de s'ouvrir, de se laisser traverser, puis je pense que quand on retient, enfin forcément ça aide pas, quoi, mais tout un gros relâchement, et ce mot m'était bien resté en tête, voilà, à quel point il faut s'abandonner à ce moment-là.
Bon, ce que j'ai essayé de faire le plus possible. Après, il y a la théorie et la pratique. Je me l'étais écrit sur mon placard, je m'abandonne, je relâche, je m'ouvre. Et, euh, et puis, sinon, non, non, pas vraiment. Pas vraiment, ça a été... Oui, j'ai mon chéri qui me souffle des trucs. Merci. Les, les besoins essentiels d'une femme qui accouche, ouais, c'est le petit livret que j'avais beaucoup aimé déjà pour la première naissance. Et après, tout au long, en fait, c'est plein de renseignements que j'ai pris, ouais, dans des récits, dans des. J'aime beaucoup aussi ce que peut partager Elisabeth dans son compte Instagram, plein de petites ressources scientifiques, plein de choses comme ça aussi qui valent bien le coup. Et pour du coup revenir sur concrètement, qu'est-ce que j'ai fait comme suivi pendant ma grossesse? Eh ben, j'avais une amie sage-femme dans les Alpes d'Haute-Provence où on était avant et je suis allée la voir pour le plaisir parce que pour moi, enfin, c'est un métier que je trouve fabuleux, sage-femme. Et donc, ne pas vouloir faire de suivi médical, ça voulait pas dire pour moi ne pas échanger avec des sages-femmes. Donc, j'étais allée la voir et on avait fait, pour rigoler au début, que mon ventre, je trouvais enfin, pour rigoler, c'est sérieux, mais s'expansait tellement vite que j'avais presque le doute, est-ce que c'est pas des jumeaux, tu vois? Et donc, on avait vérifié avec un Doppler pour voir et puis un examen pas conventionnel en quelque sorte parce que normalement voilà tu fais une écho pour vérifier ça et là on s'était amusé à voir est-ce qu'il n'y a pas de cœur qui bat avec ça et c'était un moment très sympa et dans son petit lieu de consultation très agréable et après voilà on est resté en lien parce que j'ai déménagé donc on s'est refait un petit peu des visios et des partages par téléphone. Et après, sinon, j'ai contacté une sage-femme ici dans le coin, dont on m'avait dit notamment qu'elle était, enfin pas grand-chose, hormis qu'elle n'était pas forcément favorable à la vaccination, peut-être un petit peu alternative. Et, euh, et donc je m'étais dit bon bah allez, on peut peut-être aller la voir. Et faire un partage, en fait, j'ai vraiment cette envie de faire des ponts, quoi. C'est vrai que même si on arrive des fois à faire des ponts avec le système médical, je trouve ça super. Ça peut être des cadeaux pour tout le monde. Et il s'est avéré que la première consultation, enfin, j'en ai fait qu'une pour aller la voir et lui dire, ben voilà, moi, je serais ravie. Vous avez la connaissance de palper, de me dire comment est positionné mon bébé. Si vous voulez me dire un petit peu, je serais contente de savoir s'il a la tête en bas ou pas. Donc on avait su qu'il avait la tête en bas. Et après, il s'est avéré que cette sage-femme, elle était trop tiraillée dans sa tête entre conventionnel et que là, on débarquait. Moi, j'avais été très honnête quand en disant j'ai pas fait d'échographie, je veux pas en faire, etc., etc. Et donc bon, ça l'a tiraillé un petit peu. Et après, ce qui peut, je sais pas si j'en parle, ouais, je peux en parler tout de suite. Des fois, dans les accouchements en autonomie, il y a le fait que la déclaration en mairie qui peut être un petit peu périlleuse. Et donc, on avait pris les devants en se disant, enfin, on avait hésité un moment, mais en plus, quand on était nouveau dans le village, de se dire, on va faire un coucou à la mairie. Parce que c'est souvent quand on est dans des villages ou des petits lieux de campagne comme ça, ils n'ont pas beaucoup de jours d'ouverture. Notre mairie, elle a 2 demi-journées dans la semaine d'ouverture. Et tu as 5 jours ouvrés pour déclarer ton enfant. Et souvent, étant donné qu'ils font plus du tout de déclaration de naissance, eh ben, ils savent même pas comment faire, les secrétaires de mairie, elles savent pas comment faire les papiers. Donc, on était allé les voir en leur disant bonjour, voilà. Peut-être qu'il va naître ici. Et ce qui était chouette, c'est qu'ils m'ont rien demandé. Donc, j'ai pas eu à dire ce que je prévoyais ou ce que je projetais de faire vraiment. Peut-être qu'il va naître ici. Est-ce que vous savez déclarer une naissance? Auquel cas, on préfère vous proposer de vous renseigner avant sur l'administratif, histoire de pas vous prendre au dépourvu. Et donc, la secrétaire, elle l'a accueilli vraiment. Elle était contente, quoi, de se dire ah oui, super, merci de venir me prévenir. Du coup, on a fait une pré-déclaration de l'enfant aussi, ce qui peut se faire en amont pour avoir moins de papiers à faire au moment de la naissance. Et c'était, enfin, moi, j'ai beaucoup apprécié leur accueil parce qu'il y a eu très peu de questions. J'avais envie étant donné que je sais que dans la loi, juste le papa ou une personne tiers peut en fait faire la déclaration, il n'y a pas forcément besoin d'un papier médical, de leur apprendre cette partie-là aussi de la déclaration, c'est pour toujours un peu semer des graines et me dire s'il y a d'autres familles qui veulent accoucher en autonomie dans le coin, ça pourra leur servir. Et en fait, à un moment, le maire est venu toquer chez nous en nous disant, voilà, il faudra ça, enfin très gentiment, juste pour nous informer, et il nous disait, et un papier d'une sage-femme.
Et puis bon, j'ai pas trop osé dire quoi que ce soit et aller, enfin voilà, aller à l'encontre, tu sais, quand t'es nouveau, etc. dans le village. Et de toute façon, cette sage-femme qu'on avait rendu visite nous avait proposé de venir nous voir en postnatal. Donc je m'étais dit ok, on a cette possibilité-là, donc on va pas se prendre la tête, on va leur fournir un papier et j'avais déjà apprécié leur ouverture et voilà. Oui, parce que du point de vue de législation, en fait, c'est une tierce personne qui peut venir déclarer, peu importe. Voilà. Et il s'avère effectivement que dans la plupart des mairies, ça leur est plus confortable d'avoir une déclaration, enfin un certificat fait par une personne appartenant au milieu médical. Oui. Mais légalement, c'est absolument pas une obligation. Oui, voilà, c'est ça. Mais voilà, après, ça demande... Parce que ce qui s'est passé, c'est que la secrétaire de mairie, tu vois, a appelé d'autres mairies pour savoir qu'est-ce qu'il faut comme papier. Puis en fait, ils se passent tous le mot de il faut un papier médical. Mais en effet, dans la loi, ça se discute et c'est pas ce qui est écrit dans les textes. Donc après, il faut voir si on a envie d'apporter le texte, on a envie de faire un petit peu de pédagogie et tout ça. Là, c'était pas le cas. J'avais aussi même pas eu de question de savoir est-ce que j'aurais une sage-femme ou pas. Enfin, voilà, j'ai pas eu de question. Je me suis dit là, on pourra avoir le papier et ça m'allait, enfin, de faire comme ça simplement et voilà. Et alors pour en revenir au moment plein d'ocytocine, après avoir délivré mon placenta, je crois que je me sentais un peu en pleine forme encore. Et ce qui était trop bien, je l'ai vu après, mais Céline nous a fait pas mal de photos en plus de sa présence, donc j'ai plein de beaux souvenirs de ces moments-là. Et donc j'ai eu envie de me lever pour aller me mettre dans le lit et c'était trop beau. Tout le monde m'a aidé à me lever, m'a aidé à nettoyer un peu mes jambes, tout ça pour qu'on puisse se mettre dans le lit tout confortablement. Et voilà, une fois dans le lit, on a pris le temps. Ce que j'ai constaté, c'est que par rapport à mon premier garçon, le placenta et le cordon étaient bien différents. Là, le cordon était plus court et le placenta plus petit. Et pourtant, pour l'anecdote, c'était deux bébés exactement du même poids. et voilà. Donc, on était dans le lit avec le saladier, le placenta, tranquillement en train de téter et d'atterrir. À ce moment-là, on a laissé le temps que le cordon ne batte plus et qu'il soit blanc pour se dire bon, bah voilà, on va pouvoir tranquillement le couper. Après avoir lu le livre sur le placenta de Robin Lim, je m'étais un peu posé des questions de ce que j'avais envie de faire, avec tout ce qu'elle raconte sur le fait. Je me demandais presque si j'avais envie de le couper. Après, on se voyait pas faire un placenta lotus non plus. Et puis là, en fait, ça sonnait très juste aussi de se dire voilà, dès qu'il bat plus, on le coupe parce que ça nous apporte aussi du confort de mobilité, de se dire après, on passe au moment où on se met tous bien confortable, où il peut téter, où je peux bien me reposer. Et Léo s'est monté. Donc nous, en fait, ce qu'on a fait comme pour la première fois, c'est qu'on a stérilisé un couteau. Et on a coupé avec un couteau. Donc voilà, on a mis du dialogue. J'ai dit à mon petit bébé qu'on allait couper son cordon et tout. C'était un moment tout serein, tout bien. On a utilisé un petit lien de cordon plutôt qu'un clamp. Ça m'a moins rassuré qu'un clamp, quoi, finalement, parce que vu que le cordon se rétracte assez vite, il sèche très rapidement, en fait, après, le lien de cordon était assez lâche, quoi, finalement, et ne faisait plus trop cet effet clamp. Après, bon, c'est vraiment un détail. Et en fait, Elios est monté avec sa mamie qui avait stérilisé le couteau en sachant que c'était le moment. Il n'avait pas encore vu son petit frère et il est monté en captant pas trop, en disant non mais il est pas sorti le bébé, tout ça. Et puis pourtant il venait pour couper le cordon, tu vois. Et puis du coup bah si il est sorti le bébé. Donc c'était chouette de voir découvrir, de lui dire que c'était un petit frère. Et oui, il avait
envie de lui-même couper les cordons. Bon, finalement, comme c'était un couteau, etc., que c'est proche du bébé, on s'est pas senti de le laisser faire, mais il était avec nous. Et voilà. Et puis après ça, ils sont allés voir pour rincer un petit peu le placenta, pour pas le laisser dans le sang, sachant qu'on savait pas encore ce qu'on allait faire, même si je prévoyais d'en manger un bout le lendemain. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a voulu le nettoyer, puis le mettre au frigo. Et Elios avait envie, elle dit, moi, c'est moi qui nettoie le placenta, c'est moi qui nettoie le placenta. Et puis donc son papa lui dit, bon, bah ok, viens, on descend au robinet. Et en fait, une fois, face au saladier avec le placenta, elle a dit, non, c'est bon, je vous laisse. Donc c'était drôle. Et, euh, et voilà, bah, quoi te dire d'autre après ce moment-là? T'es tout sur un nuage. Il y a plein de petites choses qui se sont passées. Ouais, Elios a pris son frère sur lui. On s'est posé. Azur a tout de suite fait son premier méconium, sa première tétée. Enfin, je pouvais pas demander que tu sais, toutes les étapes que tu te dis, bon, ça, voilà, il faut qu'il se passe. Tout s'est passé tellement fluide que bah, c'était super. On a eu à s'inquiéter de rien, quoi. Et, et voilà. Et après, on était tout bien. Puis moi, j'ai passé toute la nuit à être sur mon nuage total, encore perché dans mes hormones, à avoir du mal à dormir, à avoir mon bébé à côté de moi qui dort, à me dire, mais pourquoi il demande pas plus à téter? Tu sais, j'avais ce souvenir, finalement, ça m'avait beaucoup plus marqué qu'un bébé, ça se réveille souvent pour téter, mais j'avais oublié que la première nuit, en général, ils atterrissent, ils demandent pas tellement à téter, donc j'arrêtais pas de me réveiller. Bon, bah, ils vont pas manger, ok. Et j'arrivais pas trop à dormir. Et puis, et mon chéri et sa maman aussi ont mis toute la nuit à passer du temps à se poser, à discuter et à poser les émotions de ce super beau moment. Pour Céline, eh ben, elle est restée avec nous encore un petit moment. Elle m'a proposé de me masser après quand j'étais un peu allongée dans le lit pour soulager mes jambes qui avaient été un peu tétanisées, mes muscles pas mal sollicités. Euh, et Elios me massait en regardant son petit frère aussi. Ouais, il a aidé. Enfin, c'était trop bien. Et voilà, après on a pris tout un temps. Et moi, en fait, je sais plus trop à ce moment-là. Je crois qu'Azur dormait déjà en haut dans le lit. Et en fait, moi, je suis allée prendre une douche, je suis allée manger un bout. Enfin, j'étais fraîche comme tout. J'en revenais pas trop. Bon, j'étais moins fraîche les autres jours. C'était sur le coup et tout. Mais par rapport à la première fois, ça m'a surpris parce que après une dizaine d'heures de travail, bah, j'étais beaucoup plus épuisée. Mon postnatal avait été plus fatigant. J'avais perdu plus de sang, j'étais plus anémiée. Et là, pas du tout, rien du tout. J'étais pas anémiée, j'étais voilà, pas perdu de sang. Laura, je fais juste la gardienne du temps. Je vois qu'il reste Oui. 1 minute et j'ai pas du tout envie que ça coupe en plein milieu. Est-ce qu'il y a un petit truc que tu as envie de partager là maintenant avant que ça ferme? Je sais pas, bah que peut-être ce récit après je le poserai à l'écrit quelque part à un moment. De toute façon, si quelqu'un veut y revenir, que je te remercie beaucoup d'avoir donné ce temps de partage et que je souhaite vraiment à toutes les femmes en fait qu'elles trouvent leur cœur, qu'elles trouvent leur espace de sécurité, qu'elles vivent des instants merveilleux comme ça et que c'est quand même sacrément intense. Ah ouais, c'est trop dur À un moment, je me disais, bon, 1 heure de live, vu que j'ai accouché que 4 heures, j'ai l'impression que je vais le raconter très vite. Et puis, au fond, blablabla. J'en étais au moment de parler du postpartum. Oui. Parce que clairement, ça a été 2 postpartums très différents. Oui, et donc avant ça, donc je veux faire la parenthèse sur déjà la place du papa parce que j'ai pas beaucoup parlé de lui alors qu'il était avec moi tout le temps et que je me suis accrochée à lui et que c'était trop bien de l'avoir avec lui, de l'avoir avec moi
et que si ça fait 2 fois que je me sens aussi les capacités d'accoucher en autonomie, c'est parce qu'il est avec moi. Parce que toute seule ou peut-être avec un partenaire moins confiant, eh ben, c'est pas sûr que j'aurais fait ça. Et c'est vraiment aussi notre alchimie à tous les 2 et notre confiance, qui a fait qu'on a choisi ce projet. Et donc, c'est super important pour moi de parler de lui. C'est pour ça que j'avais envie qu'il apparaisse aussi sur la miniature du live, qu'on le voit. Et, et voilà, quoi dire à chaque fois, à part que sa présence, elle est juste parfaite d'assurance, d'accompagnement comme il faut, de présence, tu vois. Moi, c'est vraiment pour moi, il y a ce côté maman et bébé dans une bulle et puis bébé qui entoure et puis papa qui entoure cette bulle et d'une manière très juste et voilà, je le remercie aussi beaucoup parce qu'il me permet finalement d'être dans ma pleine puissance et d'avoir énormément confiance. Et dans cet abandon dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et bah pour lui aussi, donc comme on était tous les deux à genoux à terre aussi, il a senti d'un coup tout dégouliné sur lui. Et puis le bébé qui arrivait sur nos jambes à tous les deux. Et qu'est-ce que c'était beau et qu'est-ce que c'était bien. Et puis d'être serré comme ça à chaque contraction et de se soutenir, de coller nos têtes, de partager tout notre amour et voilà quoi. C'est quand même important à dire. Et pour parler du postnatal, c'est vrai que sur le côté immédiat de la naissance, donc j'étais en pleine forme, comme je le disais. Et puis après, et puis les jours d'après, mine de rien, c'est un peu plus costaud. Il y a tout, donc l'utérus qui se remet, l'allaitement qui se met en place. Et donc pour moi, ça s'est passé que donc même si j'ai allaité déjà 2 ans et quelques mois, il y a eu une pause entre les deux et donc c'est comme un recommencement total, c'est-à-dire que mes seins avaient besoin de se refaire totalement. Et au début, moi, j'avais d'avoir allaité un plus grand, bon, tu sais, je le mettais un peu au sein comme ça venait, quoi. Et puis quand j'ai commencé à sentir des douleurs qui arrivaient un petit peu et des débuts de crevage, je me suis dit bon, en fait, je vais peut-être réviser les positions qui sont idéales. On va se placer bien, on va faire attention, comment il ouvre la bouche, comment il prend le sein, etc. Et puis j'avais l'impression que j'avais des seins bien trop gros par rapport à la taille de sa bouche, donc qui prenait que le bout du mamelon, alors que c'est ça qui peut faire mal. Donc c'était voilà tout. C'était pas hyper évident de faire une prise au sein optimale, mais ça s'est fait tranquillement. Ce que j'ai fait quand j'avais des douleurs, c'est qu'après chaque tétée, je me mettais du baume, un baume que j'avais fait maison, bien gras, mais peu importe, pour réparer quoi un petit peu. Et donc à chaque fois, ça permettait qu'il n'y ait pas vraiment des crevasses qui s'installent. Et puis voilà, ça se faisant, un peu de fatigue forcément, les contractions utérines qui étaient assez intenses après, pendant chaque tétée. Et après, j'ai légèrement déchiré aussi un petit peu au niveau de la vulve, comme la première fois. Et rien de, c'est superficiel, mais bon, ça fait que tu vas uriner, ça fait mal. Voilà. Après, j'avais prévu plein de petites choses. Je m'étais prévu de l'hydrolat d'Amamélis. Enfin, j'avais pris quelques petits produits, notamment chez Mélune, donc comme l'hydrolat, comme le lien de cordon, comme la petite douchette vaginale aussi que j'ai trouvé très pratique. Donc, ça fait que j'ai utilisé tout ça. Le petit conseil que j'ai découvert à partager finalement, c'est pour éviter les brûlures. Enfin, moi en tout cas, ça a fonctionné pour éviter les brûlures quand tu vas uriner. Et je me suis mis de l'huile de millepertuis localement. Et donc le côté gras, en fait, fait un film un petit peu qui fait que l'urine touche moins les espaces enflammés. Après, avec mon compagnon, ce qu'on avait fait, c'est il m'avait un peu examiné quoi pour voir comment c'était et me dire ok ça va tout va bien. Bon il n'avait pas vu qu'il y a eu d'autres petites déchirures mais rien de bien grave. Puis de toute façon c'est ok pour moi, hein, notre corps il a enfanté et il est différent après.
Et quoi dire de plus? Et voilà, quand même, je me suis fait cette réflexion, tu vois, quand tu te lèves la nuit, c'est le moment un peu dur, ça fait mal, d'allaiter, ça fait mal d'uriner, ça fait mal d'un peu tout. Et là, je me suis dit, mais pourquoi autant de douleur sur un seul corps? Tu vois, ça a été un petit peu ma réflexion de me dire, je trouve que la nature, ils auraient pu faire, tu vois, un système d'ouverture facile. Et puis un truc après où tout est facile, pourquoi pas? Et finalement, c'est pas trop ça, donc donc voilà, même après une naissance qui se passe à merveille et un postnatal que je peux dire qui se passe bien, on peut pas dire que tout est rose non plus, donc ça s'accueille et il faut un temps de ouais, de guérison du corps, quoi. Et et voilà. Et puis après une dizaine de il a fallu une bonne dizaine de jours pour qu'on passe toute cette phase où le corps a fait le plus dur, où l'allaitement est bien enclenché. Donc c'est chouette, je me sens quand même aussi chanceuse de ça, c'est que ça a été quand même assez simple. Enfin, on peut dire ça. Et là, donc, comme quand on disait dans la première partie du début, enfin, bon, bref, voilà, je vais pas réussir à poser les mots, mais tu m'as compris. C'est que là, tu es encore en plein dans ton mois d'or, selon, selon ce qui a été traversé pendant la naissance, selon aussi comment on prend soin de soi en postpartum immédiat. On a une récupération qui est plus ou moins lente. Là, par rapport à tout ça, avec ces douleurs de contraction utérine, là, est-ce que tu serais OK de partager où est-ce que tu en es? Comment tu te sens dans ton corps aujourd'hui? Là, dans mon corps, je me sens super bien, quoi. C'est-à-dire que, comme je te dis, il y a eu ces 10 jours. Et puis bon, après, moi, comme je te l'ai dit, pendant la grossesse, j'avais cette envie de me bouger, en fait. Je pouvais pas m'empêcher, j'avais envie de lasser le enfant, j'avais envie de faire le potager et tout. Donc, en fait, au bout de 10 jours, tu me trouvais dans mon jardin en train de bêcher la terre. Voilà. Euh, je l'ai fait tranquille quand même, mais j'ai fait au moment où j'ai senti que c'était ok. Pendant tout un temps quand même, je sentais encore une pesanteur, quoi, un petit peu dans le bas de mon corps. J'ai fait relativement attention, mais j'ai fait avec mes envies parce que c'était plus fort que moi, quoi. J'avais vraiment envie de ça, envie de profiter après d'autres voilà, d'autres choses comme ça. Et donc ça, après, je peux dire que, parce que je pense que c'est important de le partager, même si c'est intime, que même avec mon compagnon, on a pu relativement vite se retrouver physiquement et ça, c'était aussi super important. Et puis de partager aussi, enfin moi j'avais l'impression et j'ai encore l'impression de découvrir un nouveau corps, quoi, dans les phases de ma vie de femme. Mon corps est encore différent comme jamais il a pu l'être avant, et donc de me redécouvrir, de se redécouvrir en couple, et c'était aussi des très beaux moments de partage. Et Et voilà. Et donc là, à un mois, nous, on a même eu envie de reprendre déjà un peu les marchés. Après, tranquille, c'est-à-dire que nous, les marchés, vu qu'on fait tout en couple et en famille, on peut se partager, les tâches. Donc en fait, moi, si besoin, je reste sur une chaise à allaiter le bébé et puis je me lève si j'ai envie de parler à un client, ou sinon je reste tranquille. Donc c'est tout bien. Mais les gens étaient waouh, il y a déjà un petit bébé sur votre stand. Il a quel âge? Il a même pas un mois. Mais voilà, bon, c'est des tout petits marchés de village, c'est relativement tranquille, ça peut se faire, mais nous, on en est là, on est reparti dans une vie tout bien, ça roule tout bien, et puis à partir du moment où on part avec mes seins, donc en général, ils me quittent pas, et puis une écharpe de portage, et on a tout ce qu'il faut. On dort ensemble, donc les nuits se font bien aussi. Je vois que c'est un bébé aussi totalement serein, en fait, il y a pas de... On n'a pas rencontré de difficultés majeures, donc c'est aussi ce qui fait que c'est déjà simple, quoi. Et on a pu mettre en place encore mon souffleur de chéri qui me partage les trucs top.
moi, je suis absolument émerveillée par l'hygiène naturelle infantile à chaque fois. Et donc, dès que moi, j'ai eu la capacité de me tenir debout, et puis l'envie de dire, OK, on le fait, et ben, on a commencé à faire l'hygiène naturelle infantile avec Azur. Et il a tout de suite été hyper réceptif. Je suis, enfin, à chaque fois tellement ébahie de ça. Et, et donc on fait, voilà, on fait ça dès qu'on on le fait de manière très relaxe, c'est-à-dire que c'est quand on a envie, sinon il est en couche lavable. Quand on a envie, puis là maintenant qu'il fait chaud et beau, on le met pas mal cul nu, et puis je lui propose, et puis tout de suite il est hyper réceptif. Tu vois que c'est même très confortable pour lui. Et là, à tel point que j'ai l'impression que la nuit, il grogne, et il me demande, non mais là en fait j'ai l'impression que j'ai pas envie d'éliminer dans ma couche, sauf que moi je suis pas réveillée, les yeux fermés, et donc j'ai pas trop envie là, de me dire bon viens on se lève. Enfin j'ai pas encore de petits pots, on fait au-dessus de l'évier, tu vois, et de la salle de bain, et donc et je vois que c'est d'un confort pour lui que presque il voudrait faire que ça. On l'a fait aussi avec Elios, mais c'était pas, enfin je sais pas, son élan n'était pas à ce point-là, quoi. Là, pour un bébé qui a même pas un mois, il a déjà super envie, et donc voilà, ça fait partie des choses aussi que je conseille fortement de découvrir aux familles, parce que c'est trop pratique, et ouais, il y a le petit livre Sans couche, c'est de la liberté que j'avais adoré lire pendant mon premier post-natal. Je te remercie beaucoup. Oui, il y a Jonavig et Josem qui a dit, quand tu disais que tu bêchais au bout de 10 jours, ça c'est l'effet bébé de printemps, maman les mains dans la terre, même si le périnée est en vrac. Ouais, c'est ça me fait du bien aussi. Et moi, j'ai vu qu'au final, c'était aussi, enfin, le fait d'être active, là, je sens que ça me permet, en plus de l'allaitement, etc., que mon corps se refasse et se remette. Donc, en tout cas, moi, ça sonne juste comme ça pour moi de me remettre de cette manière, quoi. Et s'il y a peut-être encore un dernier truc important que je peux dire, parce que ça fait quand même partie des hicks un peu du postnatal, si tu as encore 2 minutes, hein, c'est que du coup, cette fameuse sage-femme qu'on a contactée est venue nous rendre visite en postnatal. Elle avait une condition qu'on avait acceptée, c'est le seul truc médical qu'on a fait, c'était le test de Guthrie. Donc on n'en était pas enchantés, mais c'était un peu notre seule option dans le secteur, quoi. Quand t'es à la campagne, t'en as pas 15 des sages-femmes, et donc on avait accepté ça. Et il s'est avéré que c'était vraiment, comme je t'ai dit, quelqu'un tiraillé entre l'aspect médical et puis un peu sa passion de la naissance, mais elle n'arrivait pas à lâcher tous ces protocoles qu'elle avait pu avoir en tête. Une sage-femme assez qui avait déjà quelques années devant elle, de carrière. Et en fait, elle a réussi à nous apporter beaucoup de stress. Donc, tu vois, malgré que tout était magique, eh ben, il y a eu juste ça comme point noir. C'est qu'elle nous a fait la déclaration, on allait déclarer à la mairie, tout était bon, etc. Mais après, elle a un peu insisté en disant bon, il faut absolument que vous preniez rendez-vous avec un médecin, patati, patata, qui font partie des protocoles soi-disant obligatoires. Sauf qu'à nous mettre un peu la pression et à contacter en fait pour nous à notre place du personnel médical, c'est-à-dire à déjà appeler un médecin, alors que nous on avait dit ben merci, on va se renseigner sur qui on a envie d'appeler pour savoir de pas tomber sur quelqu'un qui allait nous recevoir d'une manière désagréable parce qu'il par exemple il n'était pas en accord avec notre projet, etc. Et donc voilà, elle a fait ça pour nous, elle a contacté la PMI aussi, et donc voilà, pour moi la PMI c'était le diable, je peux le dire comme ça, hein, parce qu'à chaque fois que j'ai entendu des récits d'Anna où il y avait pu avoir des fois des complications de déclaration d'enfants, etc., ça pouvait être aussi la PMI qui avait apporté un peu de difficulté. Donc moi, quand j'ai eu un appel de quelqu'un de la PMI, j'étais un peu dévastée. Franchement, la grosse pétoche, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. La grosse pétoche de me dire, nous, on est archi alternatif aussi avec notre premier enfant. Une sage-femme aussi qui était venue nous rendre visite, mais qui avait respecté tous nos choix pour le coup. Et là, elle avait, voilà, elle pouvait pas s'en empêcher. Bon, après, j'ai appris que c'était aussi dans ses protocoles à elle de quand même contacter quelqu'un. Et la dame de la PMI ne nous a pas du tout embêtés, c'est-à-dire que c'était un simple appel pour dire bonjour, je suis là et si je peux vous servir, n'hésitez pas.
Donc depuis, on n'a pas eu d'autres appels ou d'autres demandes de quoi que ce soit. Et par contre, et après on allait voir un généraliste qui a fait une visite, un contrôle très lambda. On s'en serait bien passé parce que c'est toujours pas très agréable. Pour te dire, vu d'un regard d'enfant, même si ce médecin-là, n'a rien demandé, a été très délicat et a fait Elios, il voyait son petit frère en train de se faire examiner et être un peu pas très content sur une table par quelqu'un d'autre. Et en fait, il nous a dit non, mais Azur, il a pas envie d'être là. Est-ce qu'on peut partir, tu vois? C'était pour montrer à quel point c'est pas naturel, quoi. Mais voilà. Après ça, tout s'est bien passé. Et après avoir eu quand même cet appel de la PMI, etc., j'ai appelé la sage-femme qui était un peu insistante dans ses appels en lui disant bon, maintenant c'est terminé. En fait, on ne veut plus que vous vous souciez de notre famille. On vous remercie. On se débrouille, quoi. On se débrouille très bien. Et donc elle l'a compris et elle a lâché l'affaire. Et elle a essayé de faire au mieux de sa façon, avec un peu de recul, tu vois. J'arrive à entendre son point de vue, mais c'est vrai que finalement, je lui ai dit là où vous avez mal fait votre travail, c'est qu'en fait, vous êtes en train de stresser, de stresser une famille en postnatal, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Tout va à merveille. Et j'ai pris le temps de lui rappeler, de lui dire voilà, dans votre carrière, en fait, nous, on est une belle histoire. Vous voyez bien, c'est une maman qui va bien, un bébé qui va bien, tout va bien. Donc voilà, pour la petite parenthèse. Voilà. Je crois qu'après, j'ai tout raconté. Alors, comment vous sentez-vous après cet épisode ? J'ai très envie de connaître vos ressentis, donc n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Vous pouvez également laisser une note. Cela contribue à donner plus de visibilité à ces aventures en puissançantes. Si cela résonne juste pour vous, partagez cette histoire, qu'elle puisse soutenir d'autres familles en cheminement. Je vous remercie, vous envoie plein de chaud doudou et vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau récit ocytocique.